Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Salut Mario, ça va bien? Oui, je vais très très bien. Est-ce que tu as chaud? Non, mais écoute, j'ai la chance d'avoir une maison avec la clim. Tout à fait. Mais t'as raison. Mais là, c'est toi qui parles de température. Là, Oh merde, donc, c'est vrai. Donc, là, je me suis fait prendre au piège. Mais faut le noter là, pour nos amis européens qui se moquent toujours un peu de moi. Là, c'est Guy qui devient notre monsieur. Quelle température fait-il? Monsieur Météo. mais nous, si on veut en glisser un mot, on a de la température très chaude, mais rien comparable à ce qu'ils ont vécu en Europe là, dans les dernières semaines. Là. Ça n'a pas monté dans les 42. On est plus d'autres dans les 30, 32. Oui, mais avec l'humidité, là, c'est aussi pire. Là. Oui, ça c'est vrai parce que le facteur humidité fait que c'est comme si on vivrait du 40. Mais bon, c'est pour ça que beaucoup de Québécois ont un air climatisé parce que l'été, on veut quand même être confortable quand on travaille. Guy, oui. Beaucoup de nos auditeurs vont écouter ce podcast-là au début de l'automne. Et toi, tu as des formations qui s'en viennent cet automne, tes formations que tu donnes avec... Oui, Azure Academy. Donc, j'ai une nouvelle formation qui est destinée non pas aux développeurs, mais aux gestionnaires, aux décideurs, aux gestionnaires d'équipes TI, d'équipes informatiques. En fait, ça s'appelle Démystifier l'info nuagique. Puis, c'est à 10 000 pieds, là, une vue d'ensemble. Puis, ça couvre pas seulement Azure. En fait, je parle des concepts, puis comment un gestionnaire doit faire pour amener son équipe vers le cloud. Donc, ça peut toucher sur Amazon, sur Google ou sur Azure. Donc, c'est vraiment une plateforme agnostique, là. Donc ça, j'en ai une en français qui va avoir lieu le 25 septembre, puis une en anglais qui va avoir lieu le 23 octobre. Donc, pour plus d'informations, on va sur azure.ac. Donc, azure.ac. Puis, il y a un rabais de Lefto, là, le Early Bird, là, il y a 20% de rabais là, présentement. OK. Nous, aujourd'hui, on fait une émission sur la plateforme Uno. Puis on a la chance même d'avoir comme invité un des cerveaux derrière la plateforme Uno qui demeure à Montréal et qu'on a déjà eu comme invité il y a maintenant 14-15 mois. Donc, c'est Jérôme Laban, pour ne pas nommer. Bonjour, Jérôme. Bonjour, messieurs. Hey, salut. Et Jérôme, on est très heureux, nous, de te recevoir. L'émission a été publiée au mois d'août 2019 et il y a un gros événement qui s'en vient autour de votre travail que vous faites chez Inventive parce que vous êtes, comme je disais, vous êtes des créateurs, ou en tout cas, beaucoup de gens chez vous sont des personnes qui ont participé à la création de la plateforme Uno. Puis là, il va finalement avoir une conférence autour de la plateforme Uno ici à Montréal à l'automne. C'est vrai, effectivement. Le 19 septembre. Effectivement, c'est le 19 septembre. Alors, c'est une toute première. On va parler de Uno puis de l'écosystème autour de Uno, parler de la plateforme .NET d'une manière générale. On a des speakers comme Miguel de Casa qui vont venir, ou Rocky Lockwood qui vont venir parler de leurs différentes plateformes puis comment ça peut s'intégrer dans Uno, et d'autres sujets qui seront autour du développement XAML, puisque Uno est complètement autour de XAML. Donc ça va être une très bonne conférence. Donc on espère avoir beaucoup de monde qui viendra assister puis venir comprendre ce qu'est Uno puis éventuellement peut-être même contribuer à Uno. Bon, oui, donc c'est une conférence d'une journée. Ça a lieu le 19 septembre. Les billets sont présentement en vente. Et on a cinq
rabais de 50% sur le prix qui est présentement affiché. Donc, ça pourrait même s'appliquer au spécial Lefto, le Early Bird. Donc, pour les auditeurs qui seraient intéressés à assister à la conférence, donc, faut être à Montréal, évidemment. Ça comprend seulement, en fait, c'est un rabais sur l'inscription. Il n'y a pas d'hôtel ou de frais de déplacement, quoi que ce soit qui est inclus là-dedans. Donc, si ça vous intéresse, les 5 premières personnes qui nous envoient un petit courriel à l'adresse suivante, info@azure.ac. Donc, je répète, info@azure.ac. Donc, les 5 premières personnes vont avoir droit à un rabais de 50% sur le prix le plus bas affiché lors de votre inscription. Donc, si vous vous dépêchez, puis vous pouvez même profiter d'un rabais de 50% sur le spécial Early Bird. Donc, c'est très avantageux. Ça fait un bon prix. Ouais. Ouais. Donc, nous, c'est ce que je disais, on est content de pouvoir donner cette opportunité-là à nos auditeurs qui s'intéressent, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs qui vivent dans l'écosystème C#, XAML, et qui, eux autres aussi, sont intéressés à cibler pas juste des applications Windows, mais des applications mobiles, et aussi des applications qui pourront, dans le futur, tirer parti de la plateforme WebAssembly, ou en tout cas du futur du web, qui est une des nouvelles facettes du web qui est WebAssembly. Aujourd'hui, notre objectif, c'est pas de réexpliquer qu'est-ce que c'est WebAssembly. Comme je disais, on a eu la chance avec toi, Jérôme, il y a un an et demi maintenant. Donc, en mai ou avril 2018, de faire une émission sur WebAssembly. C'était toi notre invité. Donc, s'il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est, ils peuvent toujours aller réécouter cette émission-là. Mais aujourd'hui, de toute façon, nous, on va plus se concentrer sur la plateforme Uno, puis en quoi c'est une plateforme intéressante si on veut écrire. Le principe est simple. Pouvons-nous créer l'application une seule fois et la déployer vers plusieurs types de cibles, que ce soit Windows 10, iOS, Android ou le web. Puis c'est ce que Uno a comme objectif. Exactement. C'est vraiment ça. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'être capable de développer une application une seule fois et de réutiliser l'expérience de développement et puis, on va dire, les compétences des personnes qui développent dans ces langages-là et de les faire fonctionner sur toutes ces plateformes. Donc, souvent, on parle de Windows 10, le macOS qui va venir dans pas très longtemps, iOS, Android et WebAssembly. Donc, WebAssembly avec Mono en dessous. Donc là, c'est vraiment ce genre d'écosystème qu'on vise et l'idée, c'est vraiment de réutiliser le plus possible les compétences des personnes qui développent là-dedans. Puis ça, on revient un peu à la petite histoire de Uno. C'est une plateforme ou un framework que vous avez développé pour vos besoins. Toi, tu es architecte chez Inventive. Inventive, c'est une grosse boîte de consultation ici à Montréal là, qui fait principalement beaucoup de déploiements d'applications mobiles. Vous aviez ce besoin-là de pouvoir écrire le code une seule fois. Puis donc, si tu racontes un peu l'histoire. Exactement. Donc, l'idée, c'est donc Uno, ça a à peu près, on va dire 6 ans maintenant, si on remonte vraiment très très loin. Et puis pendant un bon bout de temps, ça a été une plateforme qui a été principalement fermée parce que c'était principalement pour le développement d'applications chez Inventive directement. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a de ça à cette époque-là, c'est que Windows Phone, Windows 10, enfin 8 à l'époque, était vraiment avec le vent en poupe. Microsoft faisait beaucoup de sponsoring de développement d'applications. Puis pour Inventive, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment le cœur le cœur du business et de faire en sorte de développer toutes ces applications-là. Puis quand Windows Phone a commencé à baisser un petit peu et qu'on a vu, il y a du monde qui commence quand même à demander beaucoup d'applications sur iOS et Android, on s'est dit, on a quand même beaucoup de développeurs chez Inventive et de designers qui savent, et d'intégrateurs qui sont capables de faire du XAML et du C#. Pourquoi on ne réutiliserait pas ces compétences-là sur les autres plateformes? Alors, à l'époque, on a essayé et Xamarin Forms n'existait pas à l'époque, il y avait juste Xamarin qui existait. Moi, personnellement, je connais bien la plateforme Mono depuis presque 2001 maintenant, donc ça date d'un bon bout de temps. Et l'idée, c'est de réutiliser toutes ces compétences-là. On a commencé à développer de fil en aiguille des petites choses autour de XAML, puis de se développer une plateforme un petit peu proche de ce que le XAML de Microsoft fait.
Puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était quand même intéressant, puis il y avait pas mal de choses qui étaient possibles de faire avec Xamarin sur iOS et Android. Et puis, il y a de ça 1 an et demi à peu près, WebAssembly est arrivé. Et là, on s'est dit, on peut pas garder ça pour nous, c'est pas possible, c'est vraiment, c'est une perle. Il y a forcément d'autres personnes qui vont être intéressées par ça, parce que réutiliser le même XAML partout, le même C# partout, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Puis on s'est dit, on va le mettre en open source. Et maintenant, c'est disponible depuis donc maintenant 1 an et demi sur GitHub. Libre de droit, donc libre à l'utilisation, c'est-à-dire que c'est du Apache 2 et c'est utilisable par n'importe qui en a besoin. Et c'est finalement notre modèle derrière, c'est finalement de donner des services professionnels. Donc quelqu'un qui veut avoir une fonctionnalité additionnelle ou qui trouve un bug et puis qui veut que son bug soit traité plus vite, il vient nous voir et on offre des services pour que ça aille plus vite. Mm-hmm. Puis je sais que à la dernière conférence Build qui a eu lieu au printemps, vous étiez vraiment la lumière. Microsoft a vraiment mis le spotlight ou la lumière vers la plateforme Uno. C'est assez, ça doit être assez, je sais pas si on peut dire émouvant, mais en tout cas. C'était passionnant, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Puis en fait c'est surtout grâce à Sacha, notre nouveau CMO, qui est extrêmement bon à faire de la promotion de Uno. Et puis c'est vrai qu'il a réussi à nous placer vraiment au très très bons endroits et avoir de la bonne publicité. Puis en fait c'était vraiment très très dur de ne pas nous voir à cette conférence-là. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'interactions avec du monde qui n'était pas Microsoft, puis aussi beaucoup de gens de chez Microsoft directement, parce que finalement, on va faire en sorte que leur technologie qui fonctionne sur Windows se retrouve sur les autres plateformes, et même pour eux, c'est intéressant. Donc, si on parle de Uno, brièvement, on est en train de toucher à la promesse de Uno. Donc, si on récapitule, la promesse de Uno, c'est que tu écris le code une seule fois. Et même le UI, là, c'est pas juste le code métier, c'est le UI que tu refais une seule fois et magiquement, boum, ça roule, comme tu disais, sur un Mac, sur iOS, sur Android. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose de stupide ou c'est vraiment ça la promesse? C'est exactement ça. C'est exactement ça, et puis c'est pour ça qu'en fait, depuis le début, finalement, on fait en sorte qu'il y ait des applications de référence qui soient disponibles. On en a une grosse liste sur le site, sur le GitHub de Uno, en fait, où on montre finalement, voilà des applications qui ont été faites avec Uno. Alors, ça peut être soit des applications qui sont toutes neuves, notamment une qu'on a fait récemment qui s'appelle Wado, qui est une application qui permet de se connecter à Azure DevOps, puis d'avoir accès à son board, puis avoir accès aux sprints, puis d'aller visualiser un certain nombre de choses que finalement le UI web de Azure DevOps ne donne pas de manière efficace. Donc là, avec cette application-là, on peut y aller. Donc, c'est une application qui est faite avec Uno, qui fonctionne sur les 3 plateformes, donc iOS, Android, sur les 4, iOS, Android, WebAssembly, puis Windows. Vous développez l'application, la première version que vous utilisez, c'est vraiment comme si vous développiez l'application pour Windows 10, parce que vous utilisez tous les contrôles natifs de Windows 10, et après ça, c'est pas comme un rendu graphique, un peu ce que c'est de faire la Flutter du côté Google, c'est-à-dire vous faites pas un redessinage à l'écran. Graphiquement, vous utilisez après ça les contrôles natifs de iOS ou les contrôles natifs de Android ou les contrôles natifs de Mac, toujours en partant sur le fait qu'un bouton qui était natif en Windows 10, c'est un bouton en iOS, puis vous avez fait tout ce mapping-là dans la plateforme Uno. Est-ce que je me trompe? Alors, oui et non. Ce qui est intéressant, c'est que les deux sont possibles. Donc, tu te trompes pas, parce qu'effectivement, c'est tout à fait possible avec Uno de dire qu'un bouton, lorsqu'on écrit un bouton en XAML, comme on écrirait pour n'importe quel bouton quand on est avec Windows, le visuel de ce bouton-là, généralement, ça va être un rectangle avec un morceau de texte à l'intérieur, puis des visual states pour dire que lorsqu'on appuie dessus, ça change de couleur. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et ça, on parle de vraiment quelque chose qui a été fait avec la plateforme WPF à l'époque, donc ça commence à dater d'un petit moment. La notion du styling permet de faire cette particularité-là, donc de se dire que plutôt que de styler mon bouton puis qui ressemble à un bouton de Windows, j'ai tout à fait la possibilité de prendre ce bouton-là puis de faire en sorte qu'il ressemble à un bouton d'iOS ou de macOS ou de Android.
ou n'importe quelle plateforme qui est en dessous. Mais j'ai quand même la possibilité de me dire, parce que si j'ai des designers qui sont un peu picky, puis généralement les designers c'est picky, j'ai la possibilité de prendre ce bouton-là puis de faire exactement le même sur toutes les plateformes. Et là, en utilisant du XAML en entier. Et on va même aller plus loin que ça, on a pris les styles que Microsoft a fait pour les boutons. Et puis ces styles-là, on peut les prendre et les mettre sur toutes les plateformes et le bouton va être exactement pareil. Donc si on veut un bouton avec une vidéo à l'intérieur et qui a les coins ronds pas pareils de chaque bord, c'est possible de le faire. Donc, ça peut plaire beaucoup aux entreprises qui souvent, eux, pour des questions de formation, veulent pas avoir des looks trop différents d'une application, d'une plateforme à l'autre. Donc, eux, ils peuvent décider que l'application, si elle roule sur un téléphone Android ou si elle roule sur un téléphone iOS, ils veulent que ce soit le même rendu, que les boutons ressemblent à la même chose. Donc, quand ils forment les employés, ils les forment qu'une seule fois. C'est ça, exactement. Et que ce soit les développeurs ou les intégrateurs visuels, ils sont capables de faire exactement la même chose, quelle que soit la plateforme. Fait que premier point important, c'est que on design ou on code notre rendu, notre front-end en XAML et non pas en HTML. Exact. Quelle que soit la plateforme, en fait, ça va même plus loin que ça, c'est que même si derrière, effectivement, quand on est sur WebAssembly, la technique de rendu que Uno utilise, c'est d'émettre de l'HTML qui n'est pas visible d'ailleurs pour la plupart. En fait, on n'écrit pas du XAML, du HTML. Finalement, le développeur, lui, il contente juste d'écrire son XAML. Puis derrière, si c'est sur iOS, ça va aller utiliser ce qu'il faut sur iOS. En l'occurrence, c'est le UIKit qui est en dessous. Sur Android, ça va être autre chose. Puis sur le web, ça va être effectivement du HTML. Donc, sur les plateformes mobiles, Jérôme, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un runtime ou il y a une compilation qui est faite? Alors, lorsqu'on parle spécifiquement, mettons, en fait, toute plateforme fonctionne de la même manière dans les faits. Ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on est dans Visual Studio, qu'on compile une application pour iOS, mettons, on va prendre le XAML puis on va générer du C# à partir de ça. Donc là, finalement, ce C#-là, il n'est pas visible, mais c'est plus facile après derrière pour être capable de gérer tout ça. Puis ensuite, une fois qu'on roule l'application, cet arbre qu'on a compilé, qui est toujours du XAML, mais sous forme de code, là, dans ce cas-là, lorsqu'on va l'exécuter sur le device, là, on va le transformer et on va le mettre finalement proche de ce que la plateforme fournit. Donc, par exemple, un text block qui est en XAML, qui permet d'afficher un morceau de texte, eh bien, lorsqu'on va se retrouver sur iOS, en dessous, ça va être un UI label. C'est le genre de mapping qu'on fait pour chacun des contrôles. Et ce mapping-là, est-ce qu'il fait partie de la plateforme open source? Oui, tout à fait. Oui, tout est open source sur cette partie-là. Il y a rien de. En fait, Uno ne dépend de rien qui n'est pas open source. Donc, si on parle de XAML, tu parles de C#, donc on fait pas de JavaScript, là. Ah non, zéro. Il n'y a pas de JavaScript du tout. C'est ça qui est intéressant. Et on parle là, parce que vous êtes capable avec WebAssembly de cibler la plateforme web, c'est-à-dire que vous ne faites pas juste une application qui va rouler sur Android ou qui va rouler sur iOS, elle va rouler aussi dans un browser, dans un navigateur web, en ayant écrit 0 ligne de code HTML, 0 ligne de code JavaScript, juste C# et du XAML. Exact. Et en fait, tout ça, c'est possible grâce au support de WebAssembly par Mono. Donc, la team de Miguel de Icaza chez Microsoft ont travaillé très fort là-dessus pour faire en sorte qu'on on va avoir la possibilité de faire du C#. On a maintenant la possibilité de faire du C# directement dans le browser et vraiment, c'est exécuté localement. C'est pas quelque chose qui s'exécute à distance. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de côté serveur. En fait, toutes les applications d'ailleurs de démonstration qu'on a qui fonctionnent avec Uno, elles sont toutes backées par des sites web statiques. Il n'y a pas de server side à toutes ces applications. Donc, ce que tu veux dire essentiellement, c'est que vous faites juste déposer je sais pas si on pourrait dire le binaire, mais en tout cas le code, puis après ça, il est juste téléchargé une première fois, puis après ça, tout roule dans le navigateur, comme si c'était un single page application, là, si on peut référer pour les gens qui font du web, avec les plateformes comme Vue ou React. Mais dans votre cas, vous, c'est pas du JavaScript, c'est littéralement WebAssembly qui roule localement dans le navigateur. Exact. Tout est local. Vraiment, le runtime au complet est téléchargé une première fois. Et même ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tout est local, il est possible de configurer l'application sous la forme d'un PWA, donc un Progressive Web App, et de la faire rouler en offline, au complet. Donc ça, c'est une autre des particularités qui est intéressante.
Mais quand tu parles d'applications qui roulent complètement dans le browser déconnecté, on peut quand même se brancher sur un back-end, là. Oui, tout à fait. C'est comme un SPA normal hein, qui pourrait être OK. développé en Vue ou en Angular ou autre. On peut faire des appels web. Ben, d'ailleurs, du point de vue d'une application, lorsqu'on a besoin d'aller faire un appel vers l'extérieur, il suffit juste de faire un HTTP client en C#, puis on appelle ça et on va avoir la même chose que si on était dans une application web, une application .NET normale. Jusqu'en dessous, il se trouve effectivement ça utilise des API JavaScript parce que c'est comme ça que ça s'est structuré en ce moment. Mais tout ça, c'est transparent pour le développeur. Donc, une entreprise là, qui a un parc d'applications qui sont écrites en .NET avec C#, avec XAML, pourrait les porter vers Uno. Donc, au lieu de créer ou de stepper l'apprentissage d'Angular, de JavaScript, de TypeScript et tout ça, on garde le même écosystème finalement. La même code base, C'est si je peux exactement ça. dire. Oui, tout à fait. Puis on peut créer des applications web. C'est ça. Alors, il y a quand même une petite particularité. Il se trouve que le XAML qu'on utilise, c'est celui qui vient de Windows 10, donc la plateforme WinUI, enfin anciennement UWP. Enfin, anciennement, c'est toujours UWP, mais c'est la librairie WinUI. Donc, le XAML est un petit peu différent de celui de WPF. Okay. Donc, ça veut dire que ceux qui ont fait des applications d'entreprise qui sont basées sur WPF, il y a des petites phases de migration à faire pour être capable d'aller vers WinUI. Mais le XAML est quand même très, très proche. Donc, c'est pas des refactoring majeurs qui sont. Puis il y a quelque chose d'assez rigolo quand on utilise, on utilise la définition UWP, puis on peut rappeler aux auditeurs que le U dans UWP voulait dire Universal, qui a jamais été si universel que ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le U dans Uno peut-être devenir aussi le Universal, parce que c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de prendre le UWP et de le rendre vraiment universel. Oui, si on le regarde comme ça, c'est vraiment le cas. Alors, la particularité du WP en tant que tel, et c'est là où on fait la différence entre UWP et WinUI, c'est que UWP, c'est vraiment la technologie qui permet d'avoir le sandbox et puis l'aspect container d'une application. C'est-à-dire que lorsque le code s'exécute là-dedans, il ne va pas être capable de sortir de cette boîte-là. Et ça implique pas forcément qu'il y a du XAML à l'intérieur. Un jeu peut très bien être développé en C++ sans avoir quoi que ce soit, mais être une application UWP quand même. Alors que ce que Uno fait vraiment, c'est la partie WinUI de UWP. Donc, mais sans les particularités de WP. Donc, il n'y aura pas les contraintes, en tout cas, il y a les contraintes d'un browser lorsqu'on est dans WebAssembly ou les contraintes d'iOS et Android, mais je veux dire, on n'a pas les contraintes spécifiques qui viennent avec UWP en tant que tel. Puis moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, juste, ça semble magique, là, mais il y a quand même des particularités. J'imagine que quand tu veux déployer ton application pour Android ou pour iOS, ben, à un moment donné, tu as besoin toujours des jeux, des icônes, de l'application. Tu sais, il y a des choses de packaging que autant Apple ou Google nous forcent à faire. Ça, veut pas, vous n'aurez pas le choix. Là, des gens qui veulent faire ça, il va falloir quand même qu'ils recréent toutes leurs icônes dans les bons formats, les images dans les bons formats pour la partie, en tout cas, packaging. C'est sûr que l'intérieur de l'application, ça, c'est magique, mais il reste quand même C'est vrai. C'est vrai. Effectivement, il y a une partie pour l'instant qu'on n'est pas capable de faire parce que qu'on n'est pas capable. C'est pas tout à fait vrai, mais l'idée c'est que chaque store a ses particularités et c'est vrai que les assets, là encore, c'est les designers sont assez piqués là-dessus. On peut pas mettre n'importe quoi. Et c'est vrai que le format des images, si on le faisait en automatique, ça irait pas très très bien. Par contre, ce que Uno, oui. Je vais tourner la parole, mais ce que je pense qui est important de comprendre, c'est que vous rendez universel la création d'applications, mais pas le déploiement vers les fameux magasins, vers les stores. Cette partie-là reste propriétaire, spécifique à chaque. Ben, c'est Xamarin en fait. C'est Xamarin principalement. En fait, la partie propriétaire, elle est vraiment sur le processus. Mais sinon, pour le reste, vu que Uno s'appuie sur Xamarin directement, tout ce qui est technologie et technique de déploiement sont vraiment spécifiques à
vraiment l'utilisation de Xamarin. Donc c'est vrai qu'on a rien de particulier du point de vue de Uno pour pousser de l'information sur ces stores-là. Jérôme, je t'arrête. Oui. Est-ce que tu peux clarifier cet aspect-là? Parce que c'est une de mes questions. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit là, entre Xamarin puis Uno? Puis là, je vois que Miguel de Icasa fait votre keynote à la conférence. Ça doit me dire non. Donc là, tu viens un peu d'introduire un petit peu le sujet en disant que Uno dépend un peu de Xamarin? Alors, dépend de Xamarin, mais uniquement de Xamarin, c'est-à-dire pas Xamarin Forms. D'accord. Et c'est là, donc il y a une particularité. Forms, c'est vraiment la technologie qui permet de faire du UI cross-platform que Microsoft pousse pour finalement faire quelque chose qui est sensiblement proche de ce que fait Uno. La seule différence, c'est que c'est pas le même XAML. Donc c'est un XAML qui est très spécifique à ce que Microsoft a développé pour Xamarin Forms, alors que Uno s'appuie sur le XAML de WinUI. Donc c'est plus compatible avec des applications qui ont déjà été développées pour Windows 10. Maintenant, Miguel de Icasa, c'est intéressant. On développe quelque chose qui utilise des technologies de Microsoft, qui est au-dessus de Xamarin. Donc, ça pose pas de problème du point de vue de l'alignement, dans le sens où on utilise des technologies Microsoft, puis on en fait la promotion aussi. La seule technologie que vous n'utilisez pas, c'est Xamarin Forms. Mais les autres, vous les utilisez. Exact. Tout ce que Microsoft sort à partir qui fait partie de Visual Studio et de Xamarin directement. Donc, par exemple, récemment, ils ont annoncé le support si je me souviens bien, ça va être des App Bundle, en fait, la possibilité de fournir des applications pour le Google Play qui vont devenir plus petites parce qu'elles sont segmentées en fonction de ce que le téléphone de l'utilisateur en face a. Ça, vu que c'est supporté par Xamarin directement, on n'a rien de spécifique à faire. Uno le supporte directement. Donc, si je focus uniquement sur WebAssembly, je ne vais pas déployer sur des plateformes mobiles, est-ce que j'ai besoin du tooling Xamarin? Absolument pas. Non, absolument pas. C'est pas nécessaire. On peut tout à fait développer une application qui sera, mettons si on est sur Windows, en fait, du point de vue du Developer Loop en ce moment, c'est vraiment développé sur Windows en premier. C'est là où le tooling est le plus efficace, vraiment. On parle de XAML Edit and Continue ou Hot Reload maintenant, comme ça s'appelle. C# Edit and Continue, puis donc vraiment le tooling qui permet d'avoir une bonne expérience de développement avec un temps de déploiement très court qu'on peut connaître avec du déploiement sous Windows. Puis ensuite, une fois qu'on a fini ça, on peut déployer vers le web uniquement et on peut très bien ne garder que le web dans les projets qui sont créés automatiquement. Donc, c'est seulement lorsqu'on veut déployer sur les plateformes mobiles qu'on a besoin du tooling de Xamarin. Absolument. Ah, je comprends. OK. Ces Xamarin, ils vont vous permettre aussi de déployer vers Mac, j'imagine, à ce moment-là, parce que c'est eux qui fournissent cette capacité-là aussi. Si pour macOS spécifiquement, alors ça c'est juste pour préciser, macOS c'est un cours de développement, donc on n'est pas encore au support complet pour cette partie-là. Mais mais pour développer pour macOS, mettons, lorsque ce sera possible, vu que c'est pas possible de développer en ce moment pour Mac sur Windows, il faut être avec Visual Studio pour Mac pour développer pour Uno à ce moment-là. Oui, de toute façon, on target WebAssembly puis ça va rouler dans le furteur. C'est ça, exactement. Donc là, ça marche avec Windows sans aucun problème. Et ça roulerait autant sur une machine Linux que sur un Mac dans le furteur, sans problème. Ah oui, ça peut marcher vraiment n'importe où. Ça peut marcher sur une télévision Samsung qui supporterait WebAssembly. Là, je vais faire un petit aparté pour les auditeurs là, qui se disent « c'est quoi ce WebAssembly ?» Allez écouter notre émission qu'on a faite il y a un an là, avec toi, Jérôme. On avait vraiment couvert toutes les particularités de WebAssembly, tout le potentiel de WebAssembly. Pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que WebAssembly, ça permet de rouler du code compilé C# directement dans un navigateur avec un rendu visuel qui est fait en HTML, parce que pour le non, en XAML. Oui, mais on s'entend que dans le navigateur, c'est du HTML. Là, Ah oui. C'est juste transparent. Oui, le navigateur rend du HTML. C'est ça, exactement. C'est transparent. Tu n'as pas besoin de connaître rien d'HTML pour être capable de faire du web. C'est quand même assez... Absolument. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, si on peut terminer sur la partie WebAssembly, la performance n'est pas encore à niveau. Je dirais que c'est probablement la prochaine étape, là, améliorer la performance du WebAssembly dans le futur, ou tu dirais que c'est déjà 12 mois plus tard, on y arrive de plus en plus?
Alors on y arrive. Il y a beaucoup de choses. Ben, en fait, depuis qu'on s'est parlé, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, notamment il y a deux fonctionnalités qui ont été ajoutées par Microsoft. Donc le mode AOT, donc c'est vraiment la compilation de C# directement vers du WebAssembly. Donc, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Donc, l'année passée, je vous avais dit qu'on était avec le mode interprété. Et il y a effectivement, après avoir fait des mesures, il y a effectivement 50, on a un facteur 50 de performance entre le mode AOT et le mode interprété. Donc, ça fait une très, très grosse différence. C'est pas encore le top, dans le sens où il y a encore des pistes d'amélioration, notamment autour du fait que WebAssembly en tant que tel manque un certain nombre de fonctionnalités. Notamment le GC, la gestion du garbage collector, puis la gestion des exceptions. Là, c'est un peu manquant à ce niveau-là. Mais lorsque ça va être mis en place, ça va améliorer encore significativement la performance de certains scénarios. Mais en l'état, fonctionnellement parlant, le résultat est, on va dire, à 100% compatible. Donc, puis, c'est quand même, si vous quelqu'un qui vous écoute puis fait partie d'une équipe où est-ce que leur savoir-faire, c'est du C#, c'est du XAML, ben c'est une piste intéressante pour vraiment élargir les cibles de nos applications sans avoir à devenir un programmeur web du tout, là. Parce qu'il y a une grosse courbe d'apprentissage pour s'en aller vers le web. Oui, puis qu'il faut régulièrement mettre à jour parce que le web, ça change très, très vite, hein, côté JavaScript. Oups, ça vient changer, là. Ben, je pense que c'est un défi qu'on va vivre de plus en plus dans le futur avec le fait que toutes les plateformes deviennent open source. Ben, personne ne contrôle vraiment les livraisons. Puis là, à un moment donné, tu dis, ouais, OK, ça fonctionne bien, mais avec la version 3, mais pas avec la version 4 parce qu'on n'a pas encore eu le temps de se synchroniser. Puis donc, à un moment donné, il y a toute comme une hiérarchie de dépendance que le web expérimente depuis déjà un bon bout de temps, mais qui commence vraiment à sentir la lourdeur. Que je dirais que le monde dans l'écosystème Microsoft avait déjà vécu il y a longtemps avec ce qu'on appelait le DLL Hell, l'enfer des DLL. Donc là, on remonte à il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Donc, on a vu qu'on a passé ce chemin-là, on a réglé cette problématique-là, puis des plateformes de déploiement de composantes là, comme Git, tout ça, règle ça. Puis, bon, du côté du web, ils sont sur ces pistes-là aussi. Là. Ils ont ce chemin-là à faire. Puis, il n'y a rien de magique. Hein. Puis c'est pour ça que j'essaie de dire Uno, c'est pas magique. Il y a de la technologie en dessous. Ah non, du tout. Et à la conférence Build, vous aviez vraiment eu la chance de mettre, en tout cas, que faire découvrir la plateforme Uno à beaucoup de joueurs. Puis là, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans l'écosystème Microsoft. Je sais qu'à votre conférence, vous allez avoir Rocky Locta, qui lui avait créé justement un framework. Donc, est-ce que tu peux glisser un mot sur comment lui utilise votre plateforme? Ben, lui, principalement, c'est sa plateforme en fait qu'il a réussi à adapter pour faire en sorte qu'elle tourne avec WebAssembly. Donc, en fait, il avait fait des essais récemment pour faire en sorte que ça roule avec Blazor et puis avec Uno. Puis, vu que principalement c'est du .NET Standard, et que ses backends fonctionnent correctement avec sa librairie, ben il se trouve que ça peut fonctionner avec Uno aussi. Donc c'est là où c'est vraiment très intéressant pour les utilisateurs de sa librairie qui est le CLSC, là, donc CSLA.net. Ah, t'avais les lettres. Les lettres juste à l'envers. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait aborder avec toi, c'est parce que vous vouliez démontrer la puissance de Uno, puis ce que vous avez fait dans les derniers mois, c'est que vous avez pris, je sais pas si ça a pris plusieurs mois, mais vous avez pris un projet open source, une application que Microsoft a mis open source, mais une application largement utilisée, largement connue. Le calculateur que tout le monde utilise dans Windows depuis toujours. Qui a été revampé d'ailleurs ces dernières années là, pour être vraiment moderne. Puis c'est quand même. Puis là, c'est une application là, qui est pas nouvelle là, chez Microsoft. Elle a quoi? Ça fait 20 ans, 25 ans que ça existe, le calculateur? Le calculateur en fait existe depuis vraiment très très longtemps en fait. Juste pour peut-être raconter l'histoire en fait de tout ça, Microsoft a fait la calculatrice de Windows 10, a fait l'a mis en open source vraiment récemment. On parle vraiment si je me souviens bien, c'est quelque chose comme avril, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très proche. Ça fait partie du mouvement open sourcing de Microsoft. Donc, et puis on s'est dit,
vu que c'est du .NET, enfin c'est du C++, mais ça s'appuie sur la plateforme UWP, ben, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut porter à Windows et en fait porter à Uno. Et donc en fait, finalement, ben, en regardant le code, on se dit, ben, c'est quand même très très proche, puis ce serait peut-être, ce serait probablement faisable. Et en fait, comme à chaque conférence build que je reviens dans l'aéroport à Seattle, j'essaye quelque chose pour voir si j'arrive à compiler quelque chose d'intéressant ou faire quelque chose d'intéressant. Et donc à l'aéroport, en attendant l'avion pour revenir jusqu'à Montréal, j'ai fait l'essai de prendre la librairie en fait qui est à l'intérieur donc de la calculatrice, qui est ce qui s'appelle un calculation manager en fait, qui permet de faire des calculs avec une précision infinie. C'est un morceau de code qui est écrit en C en 1993, je crois, ou 89, si je me souviens bien. En tout cas, c'est vraiment très très vieux. Ça date de l'époque de Windows 3, donc c'est c'est pas récent. Mais ça fait la job. Et donc je me dis, ben, ça fait la job. On s'entend que ça fait la job. Là, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis un bon bout de temps, puis ça marche depuis tout ce temps-là. Et donc l'idée c'était de dire, ben, est-ce que j'arrive à compiler ce code-là en WebAssembly? Et il s'est trouvé que avant que l'avion parte, j'ai réussi à en compiler une partie. Donc ça a vraiment fait en sorte que on s'est lancé vraiment dans cette aventure d'essayer de traduire finalement l'application puis de la faire fonctionner sur la plateforme. On est au début du mois de mai, parce que tu reviens de la conférence Build, donc on est quoi, le 4-5 mai, quelque chose comme ça. Et là, vous décidez que on va l'essayer. Puis ça vous a pris combien de temps arriver à tout faire transporter? Après ça, on expliquera tous les défis que vous avez eu pourquoi? Ouais, globalement, c'est à peu près 3 semaines, de bout en bout, à peu près. Parce que puis t'étais le seul développeur là-dessus, ou il y avait quelques autres? Non, on était 3-4 à peu près, avec des différents skillsets à l'intérieur. Donc moi, j'étais plus sur la partie WebAssembly, puis plutôt bas niveau Uno. Puis après, il y avait un bon nombre d'autres personnes qui étaient là pour faire la traduction. Donc le challenge vraiment, c'est que c'est une application qui est en C++, puis Uno, c'est du C#. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est significativement différent quand même. Et une bonne partie du travail, ça a été vraiment de transformer dans un premier temps l'application en C++, de C++ vers C# et de la faire fonctionner sous Windows déjà, juste de base. Donc là, c'est le premier challenge vraiment qu'il y a eu sur le fait de faire fonctionner cette calculatrice. Et on a réussi à faire ça assez rapidement. Puis donc, explique-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vraiment vous avez construit un petit traducteur qui prenait le code C++ puis qui le traduisait en C#? Non, pas vraiment. Vu que c'est quelque chose qui est à faire une fois, je me suis, on va dire, fait une espèce d'outil de magicien, là, si on peut dire ça comme ça. Là, c'est une cinquantaine d'expressions régulières qui passent sur du C++ puis qui le transforment en presque C#. Okay. Et puis après, il y a un petit peu d'opérations à faire à la main pour faire la finalisation de la traduction. Mais ce qui est intéressant avec du code C++ qui utilise WinRT ou qui utilise UWP, c'est que c'est du C++ qui ressemble vraiment à du C#. Donc, ça le rend vraiment relativement simple à traduire d'un bord à de l'autre. Donc, littéralement, là, c'est des expressions régulières où tu disais, ben, quand tu vois, je sais pas moi, le symbole de pointeur, donc là, tu vas m'appeler... Tu vas remplacer ça par telle autre chaîne de caractères. C'est ça. Et un coup que tu as appliqué les 40 ou 50 expressions régulières que tu avais identifiées, donc qui étaient finalement des patterns, tu dis, c'est ça, il faut que j'applique toujours ça. Là, après ça, tu as essayé de recompiler, puis là, tu as été manuellement régler les derniers problèmes de compilation que tu avais. Exactement. C'est aussi simple que ça. C'est du travail de bras, là, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est ce qui a été le plus efficace pour cette opération-là, oui. Mais ça, il n'y a pas énormément de code non plus qui était... Mais ça, est-ce que tu as fait ça pour le Calculation Manager ou le Calculation Manager, tu l'as considéré comme une DLL à côté ou... C'est ça. C'est ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que du code qui utilise WinRT ou WP, c'est du code qui est quand même relativement récent, puis qui se contente vraiment d'être visuellement comme du C#, si on peut dire ça comme ça. Par contre, le code du code qui date de 1989, lui, il est vraiment différent, puis il fait beaucoup de choses avec des manipulations de pointeurs, puis des manipulations de mémoire vraiment bizarres. Et ça, c'est le genre de choses que C# aime pas vraiment. Donc ça, on l'a laissé comme une DLL à l'extérieur et on l'a compilé en C++. OK. Donc là, vous avez pris le Calculation Manager, lui, vous l'avez compilé, c'est devenu une DLL, donc une dépendance vers une librairie externe. Puis à ce moment-là, ce code-là que vous avez compilé, il a fallu que vous le compiliez pour chacune des plateformes à ce moment-là.
Exact. Et chacune des plateformes a ses particularités. Donc, Mhm. sur iOS, il faut le compiler avec Clang. Sur Android, il faut le compiler différemment. Sur iOS, on a une seule plateforme à compiler pour. Puis quand on est sur Android, il en faut en compiler un certain nombre de différentes. Il faut faire du ARM 32 bits, puis ARM 64 bits, puis ce genre de Mhm. choses. Puis WebAssembly est encore une autre target. On a finalement le C++, à la différence du C#, c'est qu'il faut le compiler vraiment spécifiquement pour chaque processeur ou plateforme qui est Mais à c'est quelque distinction. chose que tu savais qui était faisable parce que les équipes Microsoft, entre autres, qui travaillent sur le produit Office, l'avaient déjà fait, eux. Parce que c'est ce qu'ils ont Exact, fait là, avec les produits comme Microsoft Word ou exact. Excel qui roulent sur iOS, mais essentiellement, c'est leur code C++ hein, qui ont compilé et qui ont ciblé. Euh, Tout à fait. peut-être en le nettoyant un peu parce que il y avait Oui, sans peut-être. doute, sans doute. Mais Mais donc là, toi, tu as isolé la partie gestionnaire de calculation et après ça, tu as retraduit le code qui s'interfaçait plus avec le UI, qui était écrit en C Sharp, mais plus moderne. en Et C++. lui, tu l'as amené en C++ moderne et lui, tu l'as amené en C Sharp. Exactement, exactement. Ça c'est la partie. En fait, d'une certaine manière, c'est un peu la partie simple parce qu'il n'y avait pas grand-chose de particulier à faire. C'est juste du travail de bras. Donc, on se contente juste Mm-hmm. de remplacer des flèches par des points, des doubles de points par des points, ce genre de choses. OK. La particularité, en fait, et ce qui fait que tout a débloqué, c'est que sur WebAssembly, en fait, il manquait une fonctionnalité dans Mono qui permettait de faire en sorte de charger un morceau de C++ qui est compilé directement en WebAssembly depuis un morceau de code en .NET, donc dans le browser. Et en fait, parce que Mono est open source, j'ai pu aller faire les modifications dans Mono pour permettre de faire en sorte de supporter ce qu'on appelle le platform invoke, là, Mm-hmm. les DLL import, puis faire en sorte que tout ça fonctionne dans un browser pour qu'on puisse charger un module WebAssembly de la même manière qu'on charge une DLL pour pouvoir utiliser le code qui est dedans. Puis j'imagine que ça, maintenant, c'est maintenant une partie prenante de la plateforme elle-même, puis que tu dois l'avoir, Exact. vous l'avez pas gardé pour vous-même, là, vous Non, non, l'avez. absolument. Non. C'est dans le master de Mono, dans Mono 6 qui va sortir dans pas très très longtemps, ce sera dedans. Donc là, un coup que tu as ça, là, tu commences maintenant à. Tu as commencé à vérifier est-ce que je suis capable de le faire rouler sur Windows 10, C'est ça. avec Uno. Et. Pas sur Uno. Donc Windows 10, il n'y a pas d'Uno. Hein, c'est Ah non, tu vraiment as raison, sur il n'y a pas Windows, d'Uno. c'est juste Windows. OK. Puis là, un coup que ça roule, tu dis, bon, ben, j'ai maintenant, en tout cas, quelque chose j'ai une certaine solidité. Là, maintenant, quelle est la deuxième plateforme que tu as essayé de faire rouler en second? La deuxième, c'est iOS, parce que finalement, c'est la plus rapide et la plus efficace juste derrière. Mhm. Et puis, on a commencé à avoir des résultats quand même assez rapidement. Genre le fait d'appeler du code natif par l'intermédiaire de .NET sur iOS, c'est quand même assez stable maintenant. Donc, ça, c'était la Mhm. bonne partie. Puis juste derrière, c'était WebAssembly, donc essayer de voir si on est capable d'appeler du code natif correctement. Puis, ça a été le cas. Donc, ça a bien avancé. Ça a avancé très rapidement. Mais là, pour Android, est-ce que vous avez dû à un moment donné dire, OK, on ne supportera pas toutes les versions d'Android, on va partir d'un baseline? Euh, En fait, on s'est principalement limité à Android 5. OK. La raison pour laquelle on a Android 5, c'est généralement parce que les Android 4 et 4.x et en dessous, déjà, sont très très lents, et deux, ils ont des limitations sur certaines particularités du UI qui fait en sorte qu'on peut pas faire des UI trop compliqués. Donc on se Mhm. dit, on va couper à 5, ça fera l'affaire, mais genre maintenant, c'est rare de trouver de ces devices-là. Non, tout à fait. Et donc, un moment donné aussi, il faut choisir. On veut pas. On est universel, mais pas tant que ça. À un moment donné, il faut Non, c'est choisir. ça exactement. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour nos auditeurs qui utilisent un iPad ou un téléphone, il y en a la création de calculatrice qui vient avec très rudimentaire ce que Apple C'est offre vrai. si on compare avec ça. Donc, il y a comme un intérêt d'aller chercher votre nouvelle version parce que l'application elle-même, est-ce qu'elle est disponible si on veut pas, même sans avoir la compiler, est-ce qu'on peut aller la chercher quelque part puis Absolument. l'installer? Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette application-là, elle est développée dans 63 langages, dans 63 langues. Donc, Mhm. c'est beaucoup de langues. Donc, ça veut dire qu'en fait, on reçoit même des bug reports qui viennent de rapports de bugs qui viennent de la Chine en nous disant, vous n'avez pas traduit ça de la bonne manière. Ben, ouais, mais ça, c'est Microsoft qui s'est trompé. Donc, nous, on peut pas faire grand-chose.
OK. Donc, c'est des morceaux qui sont quand même assez intéressants. Mais non, quelqu'un qui veut utiliser la calculatrice, c'est très simple. Hein. Il faut chercher juste Uno Calculator dans le Dans App le Store, store. que ce soit pour iOS ou Android. Et puis, l'application est installable gratuitement sur n'importe quel téléphone ou tablette. Et ce qui est bien, c'est que sur iPad, il n'y a pas de calculatrice par défaut. Et là, on peut installer cette calculatrice-là. Et elle supporte aussi, vu c'est une application qui est extrêmement responsive, donc on peut changer la taille des fenêtres et tout ça sur Windows, c'est très approprié pour le mode docking que l'iPad a, c'est-à-dire que c'est possible de prendre la fenêtre, puis de la mettre sur le côté en petit fly-out au-dessus ou de la docker au complet. Donc ça, c'est le genre de choses qui est intéressant pour iPad spécifiquement. Et puis, on peut la rouler sous WebAssembly en allant sur calculator.platform.uno. Ça roule dans le curseur. Exactement. Rien à installer, juste un browser récent, puis ça marche. C'est quand même, je sais pas si on peut dire un exploit, mais c'est un beau défi que vous avez relevé dans quelques semaines de prendre cette application-là que Microsoft venait tout simplement dans le mois précédent de rendre disponible open source. Et vous, bingo, vous le faites rouler maintenant sur Mac, je ne sais pas s'il y a des gens chez Microsoft qui sont aussi contents que ça que l'iPad a maintenant un bon calculateur. Microsoft se met quand même à faire beaucoup d'open source puis beaucoup de cross-platform. Donc, je veux dire, quand tu regardes Office sur iOS ou d'une manière générale, c'est quand même vraiment une très bonne suite. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas contents pour que la calculatrice de Windows roule sur un iPad de la même manière, donc, ou sur un iPhone. Donc, je veux dire, on s'est vraiment amusé à faire cette calculatrice-là. On s'est dit, c'est vraiment l'exemple parfait d'une application de production qui est utilisée par beaucoup de monde, qui fait beaucoup de choses. Elle supporte même le voice-over, donc vraiment le fait de parler. C'est-à-dire que si vous activez l'accessibilité, vous allez avoir les fonctionnalités d'accessibilité et l'utiliser comme si vous étiez aveugle. Donc, c'est le genre de fonctionnalité que généralement, on ne fait pas par défaut dans une application parce que c'est pas évident à faire au premier coup. Mais c'était dans cette application-là et on l'a importé avec et ça fonctionne. Mais là, moi, je suis juste curieux. Quand vous avez soumis l'application pour le store d'Apple, on sait que des fois, ils peuvent être un peu piqués. Est-ce que vous avez été accepté du premier coup ou vous avez eu des rejets ou des demandes d'Apple de modifier des choses? Non, pas vraiment. En fait, la seule particularité, c'est que les calculatrices sont généralement utilisées pour cacher des jeux en ligne ou des services de prêt illégaux. Donc, ils nous ont dit, c'est bizarre, votre calculatrice, on comprend pas. Donc, l'application est restée en validation pendant à peu près 3 semaines, juste pour ça. Puis, ils comprenaient pas pourquoi, vous faisiez une calculatrice ou... C'est ça. Ils comprenaient pas le modèle économique derrière ça. C'est ça, exactement. Et ça se comprend d'une certaine manière. Là. Donc, c'était vraiment... faut pas comprendre Apple, hein? Anyway. Lorsque vous avez sorti cette transformation, ça a créé un réel buzz, là. Oui, vraiment. Puis on essaye même de pousser le buzz un peu plus loin. C'est que on a la possibilité de faire des choses un petit peu plus intéressantes, comme notamment il y avait, on a fait la calculatrice rose. Donc en fait, utilisant le theming, donc la possibilité de faire des thèmes dans UWP, on l'a poussé dans la calculatrice. Donc là maintenant, il y a la possibilité d'aller voir une calculatrice rose. On se demande quel est l'auditoire cible que vous visiez avec une calculatrice rose. C'était une personne en particulier. C'est une personne de chez Microsoft, s'appelle Chloé Kondo, qui avait demandé une calculatrice rose. Qui pouvait aller avec son téléphone qui était sans doute. Ça? Il y a un téléphone de couleur rose un peu là. Le iPhone peut être bien rose. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres particularités ou d'autres défis que vous avez rencontrés quand vous avez pris cette application-là? Là, on en a encore quelques-uns qui restent, notamment la performance sur Android. Là. Android, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a toujours des particularités selon les différents devices. Donc, certains téléphones peuvent être plus rapides que d'autres. Donc là, on a encore quelques petites choses à faire. C'est vrai que l'application sur Windows directement est quand même assez rapide, même s'il y a du monde qui la trouve pas encore assez rapide. Donc, c'est vrai qu'il y a des chances qu'on fasse des contributions inverses. Donc, on fasse des modifications dans la calculatrice pour la rendre plus rapide, puis qu'on les soumette en retour chez Microsoft pour faire en sorte qu'elle aille plus vite pour tout le monde. Je suis un peu curieux. Qu'est-ce qu'ils trouvent qui ne va pas trop assez vite avec la calculatrice?
tu rentres 2 chiffres, tu fais plus, il me semble que la réponse sort assez vite. Alors, ça dépend quel téléphone tu as, mais sur Android, c'est principalement pour les téléphones un peu anciens, le temps de démarrage. OK, c'est le Le temps temps de de... démarrage de l'application. Ah, OK, je comprends. Une fois qu'elle est lancée, ça va bien. Généralement, ça met pas trop de temps avant de réagir. Mais bon, dépendant des téléphones, ça se peut que, notamment les téléphones qui ne sont pas 64 bits, Mhm. on utilise des fonctionnalités 64 bits avec Uno qui permettent de faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite. Et sur ces téléphones-là, ça peut se sentir. Mais bon, on s'entend, les gens changent leur téléphone à peu près aux 2-3 ans, donc dans 2-3 ans, vous n'aurez plus de demande pour ça. Ouais, mais tu as des marchés, Donc, t'as des marchés comme en Inde ou en Inde ou en Chine, ouais, effectivement. en Chine, là, où tu as une panoplie de téléphones bon marché qui sont moins performants. Et il faut pas oublier ces marchés-là. Exact. Et c'est pour ça qu'on est en train de regarder la performance pour ça. Et en fait, il se trouve que on fait les investigations en ce moment. Notamment, on a dans la partie WinUI, donc Microsoft a open sourcé des contrôles de Windows récemment. Il y a le contrôle qui s'appelle le Navigation View. Et ce contrôle-là, en fait, c'est de la même manière qu'on a porté la calculatrice. C'est un contrôle en C++ qui a été intégré dans Uno tel quel. Et ce contrôle-là, il a des particularités de performance qui font qu'on aura probablement besoin de le changer pour le rendre un peu plus rapide parce que le contrôle de base de Microsoft avec son code, le code de la plateforme de Microsoft est peut-être un petit peu lent dans certaines conditions. Mm-hmm. Donc, ça pourrait même pour chez Microsoft de faire partie à un moment donné de dire, écoute, as-tu passé ça dans Uno pour voir comment ça se comporte quand on cible d'autres... C'est bien possible. Moi, j'ai quand même une curiosité. Je comprends que pour l'écosystème Microsoft, c'est très, très, très rentable, là, une plateforme comme Uno. Donc, je comprends que quelqu'un comme Miguel de Iquaza se présente puis vient de faire le keynote à votre conférence. Mais est-ce qu'il y a plus que ça? C'est-à-dire, un moment donné, Xamarin, c'est une compagnie indépendante que Microsoft a acheté. Est-ce qu'on peut penser un moment donné que même la plateforme Uno deviendrait partie prenante de Microsoft? Je suis en train parce que dans la mesure où c'est open source, il n'y a peut-être aucune raison pour Microsoft à part d'aller chercher des cerveaux comme le tien, puis les 20, 30 autres personnes. Je sais qu'il y a des super des bons développeurs là, chez Inventive. Mais regarde, c'est Microsoft, je suis pas dans leur tête, je peux pas répondre à ta question malheureusement. Regarde, le futur nous le dira. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois. J'en ai aucune idée. En fait, on peut gager sur l'avenir de WebAssembly. C'est quelque chose qui va révolutionner le développement web. Oui, absolument, absolument. Ça va faire bouger beaucoup les lignes, et pas juste pour .NET d'une manière générale. Hein. Oui, en général. Des écosystèmes plus généraux. Là. Parce que WebAssembly, là, on va pouvoir supporter autre chose que du C# et Mono et XAML. Là. On peut développer sur d'autres plateformes. Ah oui, on peut développer. En fait, même il se trouve que .NET entre guillemets est à la traîne pour ça parce que toutes les fonctionnalités sont pas encore supportées de ce point de vue-là. Mais sinon, on a il y a des écosystèmes comme Rust, comme C++, comme le C, comme Go, comme Python, comme il y en a énormément qui ont été portés à WebAssembly. Et ça va même plus loin que ça, hein, par rapport à la dernière fois où on en a parlé. Ce qui a beaucoup changé, c'est WebAssembly en dehors du browser. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que c'est vraiment... WebAssembly est en train de se positionner comme un espèce de mélange entre un espèce de CPU universel, plateforme universelle et container universel. Donc, une sorte de Docker pour tout. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez significatif. C'est une sorte de vague de fond qui risque de pousser pas mal de choses sur son passage. Mais peux-tu me donner un scénario plus concret, le WebAssembly en dehors du browser, c'est-à-dire pour dans une montre, par exemple, dans des équipements embarqués ou... Très concrètement, là, Cloudflare l'utilise pour faire rouler du code client au bord de son réseau.
Donc, oui. avec la particularité en fait de WebAssembly qui fait qu'il est, c'est très sécurisé comme plateforme. C'est pas possible de faire de memory overflow puis d'aller attaquer la plateforme par en dessous. C'est tout à fait possible d'exécuter du code de manière très simple dessus et de manière très sécurisée. On parle d'une sandbox qui est vraiment très forte. Donc, et puis aussi avec une empreinte mémoire qui est extrêmement faible à comparer de Node par exemple. On parle de Node, une application Node qui fait un Hello World, c'est plus d'une dizaine de mégaoctets en mémoire. Et puis la même chose en WebAssembly, on parle de centaines de kilos, même pas. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui est assez significatif. Donc c'est de ça dont on parle. Et je serais pas étonné que, mettons, dans les 5 années qui viennent, on se retrouve avec un Linux pour lequel la totalité des binaires dans Linux sont recompilés au complet en WebAssembly, et que finalement, il y a une seule distribution pour ça, puis une seule architecture pour ça. Puis ça veut dire que n'importe quel nouveau CPU qui va arriver, on parle de RISC-V notamment récemment, Mm-hmm. tout ça va se mettre à marcher automatiquement dessus, puis il n'y aura rien à faire. Oh wow! Et vraiment, j'avais pas entrevu ça, mais là, je vois le potentiel. Et je vois pourquoi chez Microsoft, ils vont probablement mettre beaucoup d'argent derrière WebAssembly dans les prochaines années. Exactement. Et beaucoup de monde s'intéresse à ça, là. Mais comme pour l'instant, c'est vraiment une technologie qui reste un petit peu trop bas niveau pour beaucoup de monde. Mm-hmm. C'est un peu comme de dire qu'on parle d'assembleur. La majorité du monde ne vont pas s'y intéresser de manière directe. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment au-delà de la technologie en tant que telle et ce qu'elle permet de faire et les portes qu'elle ouvre. Et il y en a beaucoup. Effectivement. Mais en fait, je pense qu'il faut garder un œil sur WebAssembly parce que dans les prochaines années, là, il va y avoir des avancées puis des breakthroughs importants là, qui vont faire en sorte que le développement en entreprise va peut-être changer. Là, au lieu de se taper des équipes qui targetent une seule plateforme, comme par exemple le desktop ou le web. Là, on pourrait avoir des équipes qui targetent toutes sortes de plateformes. Exactement. Et avec la performance qui va avec. Ben écoute, Jérôme, merci beaucoup. Hein, c'est très intéressant. C'est passionnant. Nous, en terminant, Guy, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs qui vous disent « Hey, il faut que j'aille à cette conférence-là. » Le UNO conférence, c'est le 19 septembre, c'est à Montréal, puis qui peuvent se déplacer. Donc, c'est quoi quelle adresse email il faut qu'ils envoient? Donc, c'est le 19 septembre. Le site web, c'est unoconf.com. Donc, unoconf.com pour plus d'informations. Donc, les 5 premières personnes qui envoie un courriel à info@azure.ac. Donc, les 5 premières, on va vous rediriger vers une personne ressource chez Uno, chez Inventive, qui va vous offrir un coupon rabais de 50% sur le prix le plus bas affiché actuellement, là. S'il y a des auditeurs qui se demandent c'est quoi ce nom de domaine-là, azure.ac, ben c'est le nom de domaine de ton site de formation. Azure Academy, AC pour Académie. Puis, Jérôme, nous, on va souhaiter encore beaucoup de plaisir avec la plateforme Uno. Je sais que chaque jour qui passe, c'est une belle aventure que vous vivez, là, toute votre gang, là, vraiment. Là. Ah oui. Et puis et c'est pas fini. Il y a plein de choses qui sont en train qu'on est en train de faire cuire là, qui vont être très intéressantes dans les mois qui viennent. Mm-hmm. Oh, il y a des annonces intéressantes à la conférence? Eh oui. Oh! Bon, on va garder ça et on fera notre suivi avec le podcast pour nos auditeurs. Bon, merci encore une fois. On souhaite à nos auditeurs bonne programmation pour le mois d'août. On les revoit en septembre. Et sur ça, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.